C'est drôle, je ne sais pourquoi. Ça me fait toujours penser à toi. Pour plein d'autres gens, c'est la magie, l'amour, les baguettes, Paris. Toujours au même endroit, comme si c'était hier, je te vois. Pour plein d'autres gens, c'est la magie, l'amour, les baguettes, Paris. Eux voient les lumières, les paillettes, la tour Eiffel, la Seine, les fêtes. Mais moi, quand j'arrive sur cette rue... J'existe, mon bien-aimé, c'est pour vous adorer, que j'ai été bien inquiète de vous et que je veux plein de tout ce que vous offrez. Ne n'avoir point de nos nouvelles. Le ciel permettra que ceci vous arrive. Ne m'écrivez pas, ce serait nous exposer. Et surtout, ne revenez pas ici sous aucun prétexte. On sait que c'est vous qui nous avez fait sortir d'ici. Tout sera perdu si vous paraissiez. Nous sommes gardés à vue jour en nuit. Cela m'est égal, vous n'étiez pas ici. Soyez tranquille, il ne m'arrivera rien. L'Assemblée veut nous traiter avec douceur. Adieu le plus aimé des hommes. Calmez-vous si vous pouvez. Ménagez-vous pour moi. Je ne pourrai pas plus vous écrire, mais rien au monde ne pourra m'empêcher de vous adorer jusqu'à la mort. Lettre de Marie-Antoinette à Fersen, le 29 juin 1791. Reine de cœur. La faveur dont jouissent les proches de la reine commence à donner des ombrages à certains. Et l'on commence à voir dans son intimité trop étroite avec ses amis de cœur des amitiés particulières. Si ces rumeurs sont toutes infondées, un homme a suscité en elle l'émoi le plus profond. Le bel officier suédois, né la même année que Marie-Antoinette, le comte Hans-Josef de Fersen est le fils aîné d'un des hommes les plus riches et les plus puissants de Suède. En 1774, achevant son grand tour d'Europe, destiné à parfaire son éducation, il arrive à la cour de France, où il fait vive impression de tous les Suédois qui ont été ici de mon temps, témoigne le comte de Krutz, ambassadeur de Suède en France. C'est celui qui a été le mieux accueilli dans le grand monde. Il a été extrêmement bien traité dans la famille royale. Il n'était pas possible d'avoir une tenue plus sage et plus décente que celle qui a tenu. Avec la plus belle figure et de l'esprit, il ne pouvait manquer de réussir dans la société, oscillative et complètement. Il est vrai que le jeune homme est beau comme un ange, selon la comtesse de Boigne, une brûlante sur une écorce de glace, dit l'une de ses amies, Madame de Korff. Des yeux ténébreux, grands, mince, il est d'une élégance folle dans son uniforme d'officier des dragons de la garde suédoise, réputé l'un des plus beaux d'Europe. Toutes les dames de la cour sont en pamoison. Un coup de foudre, c'est le 30 janvier 1774, au bal masqué de l'opéra donné à l'occasion du carnaval, que Marie-Antoinette rencontre Fersen. Elle ne reconnaît pas d'abord la dauphine sous son masque, mais après quelques danses, et ressentent une complicité immédiate. Ainsi, au cours de cette soirée, la reine lui parle longtemps, écrit Fersen dans son journal. À l'aube, ils se séparent et le jeune officier rentre bientôt dans son pays. « Ah, mais c'est une vieille connaissance !» s'exclame Marie-Antoinette lorsque Fersen lui est officiellement présenté à la cour le 25 août 1778. 4 ans plus tard, elle ne l'avait pas oublié. Au cours de l'hiver 1779, il entre dans le cercle des intimes. Mais l'affection bien innocente que lui témoigne Marie-Antoinette suscite des jalousies. Aussi, Fersen juge-t-il préférable de s'éloigner en s'engageant dans la guerre de l'indépendance américaine, en s'éloignant contre le comte de Krutz et écartait tous les dangers. Mais il fallait évidemment une fermeté au-dessus de son âge pour surmonter cette séduction. Son absence dure 4 nouvelles années. À son tour en 1783, Marie-Antoinette use de son influence pour lui obtenir un régiment français
le royal suédois. À cette époque, leur relation se resserre, mais de manière plus discrète. Fersen ne s'affiche plus dans les réceptions officielles et entretient d'autres liaisons féminines. Le plus aimé et le plus aimant des hommes. De nombreux témoignages attestent sans ambiguïté de la réalité de cet amour, comme Madame Campan, qui en fut le témoigne privilégié, ou le comte Krutz, qui surprend l'émotion de Marie-Antoinette lorsque Fersen s'embarque pour l'Amérique. La reine ne pouvait le quitter des yeux des derniers jours. En le regardant, ils étaient remplis de larmes. Leur correspondance s'en fait aussi l'écho. C'est bien de l'amour qu'éprouve Marie-Antoinette pour Fersen qu'elle appelle le plus aimé et le plus aimant des hommes. Ce dernier avouant à sa sœur, dans une lettre datée du 31 juillet 1783, « J'ai pris la décision de ne jamais me marier. Je ne puis pas être la seule personne à qui je voudrais être, la seule qui m'aime véritablement. Ainsi, je ne veux être à personne. » Fersen souhaite autant que possible préserver la réputation de la souveraine qui se dégrade de jour en jour, en réclamant à ses côtés la présence d'un homme qui n'est pas son mari, étranger du surcroît. Marie-Antoinette se compromet gravement. Pour dissimuler son attachement et brouiller les pistes, elle décide alors d'admettre plus de Suédois dans sa société, tel M. de Stedink, qui se trouve subitement invité au souper dans les cabinets du roi, un privilège non conforme à son rang. Aussitôt, toutes les jalousies se détournent de Fersen et retombent sur lui. Des amants restreints. Si les sentiments qui les animent sont certains, la question est de savoir si cet amour a été ou non consommé. Cela préoccupe surtout les historiens d'aujourd'hui, car à l'époque, à la cour, l'apparence du comportement comptait plus que la réalité des faits. Stefan Zweig, avec son éloquence, fait de l'épisode la dernière visite nocturne de Fersen aux Tuileries, dans l'appartement de la reine prisonnière, le 13 février 1792, le moment de réalisation de cet amour. Il est certain, écrit-il, que même si Fersen n'avait pas été depuis longtemps l'amant de Marie-Antoinette, il le serait devenu dans cette dernière et fatale nuit, obtenu au prix du plus beau courage humain. En 1950, une expertise réalisée à l'Institut d'état technique de Stockholm corrobore cette théorie. Grâce à une infraphotographie, un passage biffé du journal de Fersen est révélé. Lors de cette même nuit de février, après avoir indiqué qu'il n'avait pas vu le roi, il note « rester là » avant de masquer cet aveu. La reine a donc bien passé la nuit seule avec Fersen. Aujourd'hui, la plupart des historiens français penchent pour une relation platonique. Marie-Antoinette et Fersen auraient été des amants restreints, selon l'expression ancienne reprise par l'historien Pierre Audiat. D'autres historiens supposent que la reine, ayant décidé de ne plus avoir d'enfants et de rapport avec son époux, aurait pu s'autoriser à avoir une faiblesse. Car dès lors que la procréation n'était plus en cause, il n'y avait plus de crime de lèse-dynastie. Historiquement, rien ne l'atteste. Mais il est vrai que le caviardage de certains passages de la correspondance de Fersen par ses descendants, comme la destruction de lettres échangées avec la reine et la disparition des pages de son journal pour les années cruciales de 1776 à 1791, a alimenté ces hypothèses, car le mystère entretient toujours le mythe. Ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est la fidélité absolue de Fersen envers Marie-Antoinette, un dévouement sincère et sans borne à l'image d'un amour non consommé, c'est-à-dire pour toujours inachevé. Dans le tourment révolutionnaire
Quand tous les amis fuient, Fersen est le seul à rester. Obsédé par l'idée de sauver sa reine, il intervient diplomatiquement pour demander de l'aide aux souveraines étrangères, tente de l'arracher à la prison des Tuileries en organisant la fuite à Varennes la nuit du 21 juin 1791, en vain. Quelques mois avant sa mort, Marie-Antoinette lui envoie un dernier message, l'empreinte de son sceau aux armes de Fersen avec ce mot en italien. Tutto ad me guida. Tout me conduit vers toi. Le seul objet de mon intérêt n'existe plus. Lui seul réunissait tout pour moi, et c'est à présent que je sens bien combien je lui étais véritablement attachée. Il ne cesse de m'occuper. Son image me suit, et me suivra sans cesse, et partout je n'aime qu'à en parler, à me rappeler les beaux moments de ma vie. Hélas, il ne m'en reste que le souvenir, mais je le conserverai, et cela ne me quittera avec la vie. J'ai donné commission d'acheter à Paris tout ce qu'on pourrait trouver d'elle. Tout ce que je n'ai est sacré pour moi. Ce sont des reliques qui sont sans cesse l'objet de mon admiration constante. Lettre de Fersen à Sophie Piper, le 17 novembre 1793. Elle. Dans les pages de son journal, ainsi que dans la correspondance qu'il a entretient avec sa sœur Sophie Piper, qui est aussi sa confidente, Fersen veille toujours à protéger l'identité de la reine. Marie-Antoinette est d'abord désignée sous le nom de Côte Joséphine, puis, peu avant sa mort, par ce seul mot. Elle. Je vous avertis, mon cher Axel, lui écrit sa sœur, pour l'amour d'elle, qui, si ces nouvelles lui sont mandées elle, pourront lui causer une peine mortelle. Tout le monde vous observe et parle de vous. Songez à la malheureuse, épargnez-lui de toute douleur la plus mortelle. À la prison des Tuileries, après l'échec de la fuite à Varennes, Marie-Antoinette est placée sous haute surveillance. Elle n'a plus que le cours de la correspondance secrète pour communiquer avec Fersen. De juin 1791 à août 1792, date du transfert à la prison du Temple, et met au point un code de chiffrage des lettres. Certaines de ces lettres avaient fait l'objet d'une édition en 1877 par le petit-neveu de Fersen, mais certains passages étaient étrangement manquants, signalés par des points de suspension. Ces blancs correspondent aux passages chiffrés. Deux criblelots français se penchent alors sur les 4 lettres autographes de Marie-Antoinette conservées aux Archives nationales depuis 1992, les rares à avoir échappé à la destruction opérée par les descendants de Fersen. En 2014, il déchiffre le code et révèle les passages restés secrets. J'existe, mon bien-aimé, c'est pour vous adorer. Adieu, plaignez-moi, aimez-moi, surtout ne me jugez dans tout ce que vous me verrez faire, qu'après m'avoir entendu, je m'aurais si jeté un moment désapprouvé par l'être que j'adore et que je ne cesserai jamais d'adorer. Adieu, le plus aimé et le plus aimant des hommes, je vous embrasse de tout mon cœur. Je puis vous dire que je vous aime et n'ai même le temps que de cela. Je vous aimerai jusqu'à la mort. Les sentiments de Marie-Antoinette y paraissent avec une force renouvelée. Lettre de Marie-Antoinette à Axel de Fersen, datée du 8 juillet 1791. Sur cette lettre autographe, on distingue les lettres codées par la reine, et juste au-dessous, le mot clé depuis produit sans fin. Dans une autre lettre de ce mot est courage. Le code utilisé par Marie-Antoinette et Fersen était très élaboré. Il s'agissait d'une méthode de substitution polyalphabétique. Chaque lettre de l'alphabet correspondant à un couple de lettres, couplé avec un mot-clé, qui changeait à chaque message.
Ce travail d'écriture et de déchiffrement s'avérait long et fastidieux, ce dont la reine finira par se plaindre à Fersen dans un courrier daté du 2 novembre 1791. C'est drôle, je ne sais pourquoi. Ça me fait toujours penser à